quand tu te lances dans un projet, la plupart du temps, tu connais pas tout sur le sujet et tu connaîtras jamais tout sur le sujet. C'est pas parce que je vais avoir un diplôme en fac de lettres que je vais sortir un livre. Est-ce que tu penses que on peut et est-ce qu'il faut aider les gens qui sont vraiment en méga, détresse? Ou est-ce qu'on doit attendre qu'ils se réveillent, par eux-mêmes, quoi? Faut pas non plus voir la création comme un placebo à tes problèmes. Parce que ça t'évite de penser à autre chose, c'est bien, mais du coup, il faut juste revoir ses priorités et se dire, ok, est-ce que j'ai envie que mon projet y marche ou est-ce que j'ai envie que ça m'aide dans ma vie? Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. On est lundi et bienvenue dans Systemator, le podcast qui propose aux youtubeurs de ne garder que le micro. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tout le monde. Alors Wes, tu reviens d'Ibiza, incroyable. Donc en gros, je l'ai appelé hier et il me dit « Ouais, je viens de quitter le soleil et du Pacifique pour la grisaille de Lyon et en plus j'ai monté des meubles Ikea. Est-ce que tu veux en parler ?» Bah, déjà, c'était pas le Pacifique, mais j'imagine que c'était, c'était pour troller. Mais on en parlera à la fin du podcast. Tout à fait. J'ai retrouvé ma voix, en tout cas. Oui, puisque ouais, il y a quelques jours, c'était pas trop ça. Mais tant mieux. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel aka Nova de la chaîne NovaCorp. Salut. Salut. Alors, pour te présenter un petit peu, alors je t'ai découvert suite à une frustration commune de l'humanité à propos de l'animé Evangelion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Evangelion, en fait c'est un animé un peu cultissime des années 90. Et il est sorti sur Netflix récemment. Et en fait, la fin, elle a un côté un peu, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Nova, mais un peu film d'auteur, quoi. Ouais. Oui. Enfin, c'est difficile de se laisser porter, mais si tu essayes de vraiment analyser le truc et de comprendre par A plus B comment ça fonctionne, tu vas avoir un tout petit peu de mal. C'est ça, c'était un peu compliqué. Donc du coup, suite à cette frustration, j'ai cherché des infos pour comprendre ce que je ne pensais pas avoir compris là-dessus. Et je suis tombé du coup sur ta chaîne NovaCorp. Tu réalises en fait des vidéos qu'on appelle vidéos essais. Et en fait, l'une d'entre elles qui s'appelle la dépression dans Evangelion. Et du coup, tu vas nous parler un peu de ce format un peu plus tard de vidéo essai. Mais en fait, du coup, dans cette vidéo, tu partages aussi, au-delà juste de parler de l'œuvre, tu partages aussi pas mal d'informations un peu personnelles sur toi. Et du coup, j'ai regardé les autres vidéos et tu as publié un Draw My Life. Donc, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vais résumer un petit peu. Mais l'objectif, c'est de représenter un peu en dessin le parcours de sa vie. Et le tien, il est particulièrement touchant. Tu nous décris une enfance et une adolescence qui sont difficiles avec des conflits familiaux. Habiter dans les vignes, ça c'était vraiment difficile. Ouais, ça commence comme ça, effectivement. Mais voilà, ouais, des choses un peu compliquées, des maladies physiques, mentales, la dysorthographie, enfin, vraiment un contexte, un environnement qui est difficile. Et pourtant, aujourd'hui, tu sembles être dans un état totalement différent. Tu as créé un jeu de rôle, je crois que tu as distribué à 700 exemplaires, quelque chose comme ça, Ouais, qui s'appelle Doxa. exact. Tu écris beaucoup, alors qu'avant, tu avais justement cette dysorthographie. Tu as cette chaîne YouTube qui approche des 23 000 abonnés au moment où on enregistre, et dans laquelle tu écris et tu réalises des vidéos qui sont vraiment réfléchies, très bien construites. Et du coup, avec Wesley, ça nous a vraiment bluffé, ça nous a inspiré. Et on avait envie d'avoir une discussion avec toi sur ton parcours, comment tu es passé un peu de cet environnement compliqué à la personne que tu es aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on t'a invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et juste pour préciser aussi à nos auditeurs, contrairement aux précédents invités qu'on a pu avoir sur Systemator, la différence ici, c'est qu'on ne te connaît pas du tout. C'est la première fois qu'on se parle de vive voix, donc évidemment, on a préparé l'épisode, mais on va se laisser un peu porter par notre échange, par notre rencontre en quelque sorte. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Avant tout, c'est bon, j'ai pas dit trop de bêtises. Non, c'est bon. À peu près. Il me Parfait. semble que c'est bien. On a appris à se connaître un tout petit peu tout à l'heure avec 1 heure de problème de réglage de son, mais... C'est ça. Donc, mais au final, l'inventivité, c'est aussi ça la créativité, c'est trouver des réponses aux problèmes de la vie. Wesley, avant de commencer, qu'est-ce que nos amis auditeurs peuvent faire ?
Eh ben, je leur propose justement de nous donner une réponse à notre problématique de monter en puissance sur la plateforme Apple Podcast en nous laissant 5 étoiles, ou en tout cas la note de leur choix, euh, pour nous soutenir. Vous voyez qu'on commence à avoir de plus en plus d'invités, à aller chercher des gens aussi sur YouTube qui ont d'autres audiences que la nôtre. Donc, merci de contribuer à l'évolution de Systemator en allant mettre une note parce que c'est ancré et ça a un impact. Parfait. Eh bien, générique, et on y va. Alors, sur ce générique un peu grave, un peu sérieux, on va d'abord parler de toi. Alors, quel est ton parcours, Nova? Alors, l'idée, c'est pas de faire une redite de ce que tu as dit dans ta vidéo Draw My Life. J'invite les gens à évidemment aller la voir. Mais est-ce que tu peux quand même nous raconter... Abonnez-vous. Ouais, parfait, exactement. Mettez la cloche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et comment est-ce que tu en es arrivé un peu à ces différents projets dont on va parler un peu après, Doxa, NovaCorp avec ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, quoi? Pour éviter de faire une redite de ce que j'ai dit dans le Draw My Life, je pense que c'est mieux de se concentrer juste comment est né le projet, plus du parcours de vie, parce que ça, j'en parle du coup. Le projet, il est né à la base quand j'ai essayé de créer Doxa, qui est du coup un jeu de rôle. J'étais avec mon co-auteur qui s'appelle Ephraim, et on s'est demandé, tiens, on voudrait créer un projet, on en a marre de rien faire, on va construire ce truc de A à Z. On était jeunes, on était encore au lycée, on était très amateurs, le projet était très immature, on va dire, et on a quand même essayé de bosser dessus comme si on était des professionnels. On s'est toujours dit, c'est notre travail, on va se mettre à 100% dessus. C'est pas parce qu'on est adolescent, c'est pas parce que c'est un jeu de rôle ou quoi que ce soit, que nous, on peut pas essayer de faire quelque chose de quali. Donc, on a mis un peu tous nos moyens qu'on pouvait faire, on s'est vu le plus de fois possible, on a bossé le plus d'heures pendant quelques années, 2 ans, mais on est arrivé éventuellement à un moment où on a sorti une démo de ce bouquin-là. Et une fois que c'est sorti, nous, on a eu une espèce de petite déception à cause de l'éditeur et tout. Et on avait besoin de changement. Et moi, personnellement, je suis arrivé avec cette idée de me dire, tiens, j'ai toujours consommé YouTube depuis que je suis petit. Je sais pas si on est de la même génération, mais nous, à la cour d'école, on parlait tout le temps des YouTubeurs. Mathieu Sommet, Antoine Daniel, c'était constamment ce qui revenait entre les copains. Donc moi, je me suis dit, tiens... Je consomme ça depuis des années, c'est ce que je regarde tous les soirs et j'ai toujours eu envie de le faire. J'avais même une chaîne Minecraft à l'époque que si j'avais gardé, elle aurait peut-être marché vu comment Minecraft revient. Mais non, mais en vrai, non, c'était pas terrible. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a botté de faire YouTube. Donc là, je me suis dit, on va réessayer et j'ai fait quelques vidéos. Ephraim est resté pour le montage, puis après il est parti. Et puis moi, je continuer NovaCorp, plus ou moins comme ça. Et maintenant que la chaîne a bien grandi, nous, avec Confidence et qu'on a laissé le temps passer après nos problèmes d'édition, on revient sur NovaCorp un peu en force en essayant de créer vraiment un projet qui va au-delà de tout ce qu'on a pu travailler avant, quand on était encore au lycée. Donc, alors, si je résume un peu c'est un jeu de rôle. Donc, c'est un livre, en fait, une sorte de grand livre de règles, si on synthétise un peu pour les gens qui ne connaissent pas forcément cet univers-là. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle ? Le jeu de rôle, il est joué par quelqu'un qui va raconter une histoire à d'autres joueurs. Et un livre de jeu de rôle, c'est un livre qui va donner les clés à quelqu'un de pouvoir raconter ou créer des scénarios dans un univers précis et de le faire jouer à des joueurs autour d'une table. Ok. Et comment est-ce que... les démarrages, j'imagine, ont été un petit peu compliqués parce que du coup, au final, vous avez quand même réussi à sortir une démo alors que vous étiez jeune. Comment vous avez fait ? Comment tu t'es entouré ? Comment tu as trouvé les bonnes personnes pour avancer sur ce projet-là ? Au début, quand tu te lances dans un projet, la plupart du temps, tu connais pas tout sur le sujet et tu connaîtras jamais tout sur le sujet. Si tu veux te mettre à YouTube,
tu connais pas tout sur YouTube. Tu connais pas le montage, la façon de doubler, l'écriture, la recherche. Il y a énormément de choses que tu sais pas. Après, tu peux avoir des bases sur certaines choses. Mais en tout cas, avec Doxa, nous, quand on est arrivé, on connaissait pas grand-chose. On aimait bien le jeu de rôle, mais on n'a pas la connaissance de quelqu'un qui joue depuis 30 ans, qui a lu 60 bouquins. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque ? Et du coup, la première chose à faire, c'était de se cultiver, de faire des recherches, de se dire quels sont les jeux de rôle marquants, qu'est-ce qui fait que les gens aiment ces jeux de rôle, qu'est-ce que on voulait écrire, nous, dans le post-cyberpunk. Donc la question, c'était quelles sont les œuvres de post-cyberpunk qui sont marquantes. Donc on a été les lire le plus possible. Avec Ephraim, par exemple, on s'est fait une journée où on a téléchargé tous les animés cyberpunk qui sont sortis depuis les années 80, et on les a tous regardés, au moins 3 épisodes de chaque série, jusqu'aux années 2000. Donc on essayait de vraiment avoir cette espèce d'attitude de on consomme ce qu'on va créer. Ça me paraît absurde de se dire je vais écrire un jeu de rôle cyberpunk si je ne connais pas le jeu de rôle et je connais pas le cyberpunk. Donc le premier, c'était de juste se cultiver, et ça a énormément influencé, parce que on peut comprendre en fait ce qui a été fait dans le genre, on peut comprendre ce qui n'a pas été fait, et nous à côté on peut choisir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on innove, qu'est-ce qu'on choisit de casser qu'on n'aime pas dans le cyberpunk pour se l'approprier sans non plus détruire le genre, et quand même faire plaisir aux fans qui sont là pour écouter. Donc ensuite, après ça, le but c'est de s'entourer des gens qui aiment le jeu de rôle. Donc à la base, Ephraim, il n'était pas tout de suite sur le projet. Moi je commençais, on jouait en fait ensemble à un jeu de rôle depuis quelques temps, et je me suis dit, tiens, il n'y a que Ephraim que je connais qui adore le jeu de rôle, donc je vais l'appeler, on fait des parties ensemble. Je lui dis, écoute, l'univers qu'on joue depuis, on peut peut-être aller plus loin. Donc, parce que ça, encore une fois, ça paraît bête de se dire, je vais travailler avec quelqu'un qui n'aime pas le jeu de rôle. Ouais, clairement. Donc, il faut toujours, quand tu t'entoures, faut pas s'entourer des premières personnes, faut faire des recherches, etc. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément su au début non plus, mais bref. Donc après, ce qu'on a fait, c'est il faut jouer le plus possible pour comprendre ce qu'est un jeu de rôle, pour ressentir ce qu'est un joueur, et pour nous, ensuite, quand on va créer un système de jeu, voir qu'est-ce qu'on a envie d'apporter comme expérience. Du coup, on a été dans des associations de jeux de rôle, on en a été dans 2 sur Poitiers, qu'on allait régulièrement, 2 fois par semaine. On testait des jeux, on écoutait. Quand moi, quand je rentrais chez moi, je lisais d'autres jeux de rôle, et vraiment, on emmagasinait de l'information. Et puis, dans ces associations de jeux de rôle, on a rencontré des gens qui nous ont parlé de systèmes de jeu, qui nous ont invités sur des conventions ou quoi que ce soit, pour au moins essayer de jouer. Ensuite, on a contacté des illustrateurs pour essayer de faire les premiers logos. Je me rappelle du premier, il était cool à l'époque, mais maintenant, il a tellement changé que si je le vois, ça me ferait bizarre. Mais je pense que le but, c'est de considérer que ce qu'on fait, c'est professionnel. Et même si ma famille ou mon entourage m'a toujours dit « Ouais, mais c'est pas un apport financier. Ouais, mais tu peux pas finir tes fins de mois avec. Donc, c'est pas un travail. Donc, c'est pas important. » Pour moi, pas du tout. Parce que quand tu veux essayer de créer quelque chose dans le milieu artistique, c'est pas un diplôme qui va t'aider. C'est pas parce que je vais avoir un diplôme en fac de lettres que je vais sortir un livre. J'ai plein de gens qui sont en L3, en lettres, en master, qui, eux, ne sortiront jamais de bouquin, malgré qu'ils ont un diplôme. Le but, si on veut écrire, c'est d'écrire. C'est pas d'aller chercher autre part. Et donc, s'investir dans un projet, oui, certes, d'abord, ça n'apporte pas de revenus financiers, mais à long terme, ça te permet de te faire un nom, ça te permet de t'améliorer, et même si tu fais des échecs pendant 10 ans, il y a un jour où ça marchera. Je pense à la chaîne Rob Scallon, qui marche très très bien, qui a 10 millions d'abonnés, je crois, même plus, qui pendant 10 ans est resté à moins de 100 000. Donc, mais un jour, ça a payé parce qu'il a continué à travailler, etc. Donc, c'est juste une approche différente des choses. Donc, quand on crée un projet, avec Doxa, nous, on s'est dit, on veut voir ça comme un projet professionnel. Donc, tous les gens qu'on a
qu'on a démarchés, on leur a dit à chaque fois, nous, on est pro. Donc quand on travaille, on travaille. C'est pas, je te demande de faire ça, de donner ça pour la semaine prochaine et que tu me dises, ah mais j'ai pas eu le temps, j'ai eu la flemme, etc. Non, on est un travail. Ephraim et moi, quand on s'appelle juste pour déconner et tout, on est potes, mais quand on travaille sur Doxa, on est collègues. Et on a bien mis cette barrière pour se dire, nous, on travaille. Et c'est un peu comme ça, je pense qu'on est amené à se dire, on va contacter des associations pour essayer de mettre notre jeu de rôle sur le marché. Bon, avant, on a fait des demandes d'éditeurs un peu partout. Puis il y avait cette association sur Poitiers, avec quelqu'un qui aimait bien les jeux de rôle et tout. Donc il s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, je vais aider à faire votre projet. Et voilà. Finalement, il a accepté, plus ou moins. Et puis ça s'est fait, voilà. Ouais, je voulais dire que le logo est top. J'aime beaucoup le nouveau logo. Et c'est toi, Gabriel, qui fait les graphismes des personnages ou il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui s'en occupe? Les graphismes des personnages, tu parles des chara-design que tu peux voir sur le Facebook? Ouais, Non, les chara-design, ils sont faits par un illustrateur qui s'appelle Bart... alors, je vais avoir du mal à le prononcer. Czorzewski, je crois. Qui est un illustrateur qu'on a contacté, qu'on a commissionné sur ArtStation. Toutes les illustrations sont faites par des illustrateurs plus ou moins différents à chaque fois, qu'on commissionne pour... voilà. Après, moi, ce que je m'occupe, c'est de coordonner la chose. Donc les personnages, par exemple, je vais envoyer un message à Bart, je vais dire on aime ton style, etc. Nous on attend le budget, est-ce que ça t'intéresse? Puis je vais essayer de tirer les ficelles derrière en disant moi je veux tel personnage, je veux telle couleur, moi mon jeu de rôle il est dans telle ambiance, j'aimerais que tu représentes les trucs. Puis l'artiste il a sa vision, on essaye de trouver un peu un compromis sur la sienne et la mienne, et à la fin on arrive avec ça. Et d'ailleurs les chara design je trouve... Enfin, ils sont moi je kiffe à chaque fois que je les vois. Je reçois même en ce moment des mails où ils m'envoient des trucs et à chaque fois je suis bluffé parce que c'est vraiment... C'est un coût, c'est un investissement, mais derrière, c'est énorme de voir un univers que tu travailles depuis tellement de temps prendre vie d'une manière aussi réelle. C'est perturbant. yes. Ça fait combien de temps que c'est lancé? Donc ça, Ouais. 5 ans à peu près. Ok. Ouais, donc effectivement, voir ça un petit peu prendre forme, ça doit être assez incroyable. Ça m'a pas mal interpellé quand tu as parlé justement de cette chose de ah ouais, mais tu ne génères pas d'argent, donc tu n'as pas un vrai travail, va te trouver un vrai travail, quoi. Et les gens qui te disent ça, des fois, c'est un vrai travail, c'est genre aller à Carrefour et mettre des boîtes dans des rayons presque. Et en fait, Oui. dans tous ces milieux-là, moi j'avais monté une web télévision à une époque. Et j'avais pareil une approche assez essayer d'être pro, d'essayer de mettre de la qualité, de réfléchir, de faire de partenariats, vraiment d'aborder ça de manière sérieuse. Mais pendant plusieurs années, j'ai vraiment galéré. J'ai investi beaucoup d'argent personnel et en même temps, ça rentrait pas derrière, donc c'était compliqué. Et tu as vraiment ce truc où tu as un investissement énorme à faire au départ pour faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Tu dois en même temps te former, avoir des compétences parce que tu peux pas non plus tout forcément miser là-dessus. Et cette période est un peu compliquée. Comment est-ce que tu as fait, toi, un peu pour sortir de ce côté où, là, tu parles par exemple d'investissement dans les chara-design, etc. J'imagine que tu as commencé tout ça au lycée. Au début, bah, vous êtes parti vraiment avec les moyens du bord, j'imagine. Comment est-ce que tu es passé de cette phase où ok, on essaie de mettre en place quelque chose et tout ça, et vraiment, ok, maintenant, à partir de là, on commence à avoir une démo qui est distribuée, on commence à pouvoir investir dans des personnes qui vont travailler sur le projet. Comment est-ce que tu es passé de 0 à 1 en quelque sorte? Alors, d'un point de vue financier, je ne suis jamais passé de 0 à 1, je suis resté à 0, on va dire. Ok. J'ai pas de rentrée d'argent sur Doxa. Le livre est pas sorti et on prévoit même de peut-être de le sortir gratuitement. C'est pas encore certain parce que si on trouve une demande d'éditeur, peut-être qu'il serait pas d'accord. Donc on sait pas. Mais on n'a pas de rentrée d'argent. C'est pas ce qui nous intéresse. Quand on s'appelle en convention, on avait rencontré l'auteur de Shan qui nous avait dit que lui, il avait touché même pas 100 € sur un jeu de rôle qu'il allait bosser depuis 3 ans, quoi. Donc Ouais, le jeu de société, c'est un milieu alors très qu'il avait compliqué. vendu à 1000 exemplaires, et 1000 exemplaires en France, pour un jeu de rôle, c'est énorme, mais ça représente rien. Enfin, en termes de rentrée. Donc, si tu veux être dans le milieu du jeu de rôle, t'as que dalle. Et YouTube, certes, ça m'aide,
j'ai des tipeurs, j'ai des utipeurs qui sont là, qui m'aident un tout petit peu. C'est mieux qu'avant, mais comment ça s'appelle, ça m'aide à payer mes impôts. C'est pas du gain qui va m'aider ensuite à réinvestir dans Doxa. Mais c'est déjà énorme parce que s'ils n'étaient pas là, je pourrais pas payer mes impôts. Mais, euh, mais je peux pas faire ça avec. Donc, nous, on est toujours resté de zéro. Et on a toujours fait avec les moyens du bord. Comment ça s'appelle, on n'a pas beaucoup d'argent, Ephraim et moi. Mais faut considérer que quand on fait un projet artistique, c'est comme une entreprise. Faut investir dedans. Si tu veux créer une entreprise et que tu n'investis pas dedans, que tu n'investis pas dans les meubles, dans le mobilier, dans le personnel que tu vas embaucher, ton entreprise, elle va aller nulle part. Et un projet artistique, c'est pareil. Tu as besoin. Après, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais de la peinture, ça va pas, mais ça va pas être pareil. Mais si par exemple, je pense que tu es musicien, eh ben, c'est important de te dire, moi, mon investissement, c'est d'aller dans un studio. C'est d'aller dans un studio avec quelqu'un qui va m'écouter, qui va pouvoir reprendre à mes demandes. C'est investir dans du matériel, investir dans une belle pochette d'album ou des correcteurs pour lire les paroles ou faire des conventions, etc. Et quand on y réfléchit, ça coûte pas si cher de faire tout ça. C'est que quand on a des dépenses diverses qui, la plupart du temps, on va acheter de temps en temps un petit jeu vidéo à 70 € qui coûte cher. On va acheter un petit livre, on va faire je ne sais quoi. Quand tu fais le calcul de ces dépenses diverses, finalement, tu te dis, mais en fait, ces dépenses-là, moi, je peux les réinvestir dans des illustrations. Et oui, certes, il y en a des entreprises qui vont pouvoir prendre 7 illustrations en un mois. Nous, on est capable d'en prendre une tous les 3 mois en économisant difficilement pour trouver quelque chose. Et autant, des fois, c'est plus que 3 mois. Mais sur le cours de 5 ans, ça commence à faire pas mal d'illustrations. On commence à faire pas mal de contacts et tout. Et donc, je pense pas que ça soit impossible parce que nous, on n'a pas énormément d'argent. Justement, j'en parle dans mon Draw My Life. Hein. Il y a un moment où ma mère voulait même me mettre à la rue et tout. Donc, c'est juste la façon dont tu dépenses ton argent. Il faut le faire de façon intelligente, en accord avec ton projet, si tu veux que ton projet il marche. Euh, donc bref, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans l'association qu'on a été pour sortir la démo, on a fait une demande auprès de la mairie de Poitiers, de l'université et du Crous pour une demande financière pour aider à sortir le bouquin, la démo. Et ils nous ont accordé des aides, ils ont aimé notre projet et tout ça, donc ils nous ont apporté des aides financières que ensuite on a dépensé dans aller faire des conventions, créer le bouquin et tout ça, avec les illustrations. Mais après, c'est peut-être la dernière rentrée qui est venue, hein, parce que là, actuellement, j'ai fait un prêt, justement, pour avoir de l'argent pour financer la finalité de Doxa. Mais même ça, le prêt ne suffira pas. Donc, je me mets un peu, pas dans la merde, mais je m'ampute un peu le pied pour un projet que j'espère marchera, mais que moi, j'ai mis tout mon âme pour faire le meilleur produit possible qui satisfera les gens. Et puis, si ça marche pas, moi, ça va pas, je vais pas m'abattre, je passerai à autre chose. Ça m'a appris tellement de choses que, j'ai beau dépenser tout l'argent du monde... c'est pas l'important. Non, c'est une belle philosophie, y aller all-in en gardant un petit peu des arrières quand même, à minima, quoi, pas se retrouver complètement à la rue. Mais ça résonne énormément en moi, tout ce que tu dis, parce que déjà, je fais de la musique tout comme toi. Et j'ai un projet artistique, d'ailleurs, auquel Sébastien a participé. Et c'est vrai que ça demande un réel investissement. Là, en l'occurrence, c'est tourner un documentaire, aller interviewer des gens. Et rapidement, on peut avoir une grande vision. Mais lorsqu'on est sur le terrain, on se rend compte que oui, c'est des investissements qui soient financiers, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'organisation logistique. Et finalement, ce qui compte à la fin de la journée, c'est de se dire, j'ai accompli telle étape. Aujourd'hui, ça m'a transformé. Et effectivement, si ça marche, tant mieux, quoi. Mais il faut pas avoir peur de faire un all-in, comme tu dis, de parier tout dessus. De toute façon, c'est un projet. Si tu y crois, tu t'investis dedans. Si tu y crois pas, tu restes chez toi et tu te dis peut-être que je bosserai demain. Ouais, c'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à s'embarquer aussi dans
justement ce côté un peu grande vision, ce côté ah ouais, quand ça sera fini, il y aura ça qui sera en place. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu racontes, c'est vraiment que tu nous parles vraiment de, concrètement comment tu y allais, quoi. Et ça, c'est super, super intéressant. Tu as lancé après NovaCorp, du coup, il y a quelques années, 2-3 ans. Euh, Moi, ça me fait bizarre de me dire ça, mais bientôt 2 ans et demi là, 2 ans et demi. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as 23 000 abonnés. J'ai l'impression que c'était hier. Qu'est-ce qui. Alors pourquoi tu as lancé ça? Alors tu nous expliquais que tu avais la bonne chaîne Minecraft. Pareil, je connais aussi, je suis passé par là par rapport à ça. Pourquoi t'es trop mis comment sur ce format vidéo en plus de ce projet-là? Et qu'est-ce que tu cherches à faire avec cette chaîne-là? Avec la sortie de la démo de Doxa, les choses se sont pas passées, on va dire, comme prévu. La démo est sortie, etc. Mais l'éditeur nous a un peu passé un coup de fil à la dernière minute en nous disant demain c'est fini, alors qu'on n'était pas du tout prêt. Et on a sorti un livre qui est imprimé avec des défauts d'impression, avec des fautes d'orthographe partout, sur un projet qu'on n'est pas du tout fier. Ça nous a un peu cassé le moral. Mais pas non plus abattu, parce que on revient en force sur le projet et on est prêt à montrer que ce qu'on a, c'est pas juste une démo avec des fautes d'orthographe, c'est bien plus. Mais on avait quand même besoin d'une pause. Et c'est là où NovaCorp est arrivé. NovaCorp, c'était... Sur Doxa, déjà, de base, on a toujours eu une réflexion avec Ephraim de se remettre en question. Justement, on sait qu'on n'a pas le background qu'ont les autres rôlistes par rapport à leur culture du monde du jeu de rôle. Et on sait qu'on n'avait pas non plus un énorme background littéraire. Et donc, le but, c'était le plus possible de se remettre en question et de jamais voir notre projet comme quelque chose de génial et qui va rester là, c'est notre projet, etc. Donc, nous, on était toujours là pour demander des retours aux gens. Et nous-mêmes, quand on créait le système de jeu, Ephraim, il essayait toujours de poser des questions, de pousser toujours plus loin, de se dire à quel point est-ce qu'on peut démonter le jeu et l'épuiser pour que nous, on puisse trouver un système qui puisse être stable. Et ce côté remise en question nous a énormément appris de choses. Parce que par le fait d'accepter ce que les gens pouvaient nous dire, de prendre ce qui est bien, après il y a des retours qui n'étaient pas bien, mais de prendre un peu tout, on a appris tellement de choses sur la création, sur le jeu de rôle, sur... Justement, tu parlais tout à l'heure, comment est-ce que tu contactes des gens pour faire ton projet, ou alors, justement, faire un budget prévisionnel pour demander à la mairie des fonds pour nous aider, faire des conventions, etc. On a appris tellement de choses que nous, on s'est dit... en tout cas, moi, je me suis dit, j'aimerais faire une chaîne qui parle de ce qui m'a aidé à créer, parce que créer, pour moi, c'est important, et j'aimerais donner envie aux gens de le faire. Et... du coup, je me suis dit, je vais faire cette chaîne qui va parler des sujets qu'on a appris avec Doxa ou alors des œuvres qui nous ont aidés pour créer Doxa. Comme par exemple, on avait fait une vidéo qui, je crois, maintenant est copyrightée, donc on ne peut plus y aller, je crois, qui est l'importance d'une introduction. Ça, c'est un truc qu'on a appris en écrivant. La prochaine vidéo qui va sortir, c'est l'importance de tuer un personnage dans une œuvre. C'est que des choses comme ça. Puis même quand on parle d'une œuvre comme Evangelion, tu l'as vu finalement, la façon dont je l'aborde, je vais un peu parler de à quel point cette œuvre elle compte pour moi, puis je vais parler de concrètement dedans. J'ai fait une vidéo sur le sexisme dans la science-fiction. Oui, je parle du sexisme, mais dedans, j'ai quasiment la moitié de la vidéo, je parle comment écrire un personnage féminin intéressant. Donc c'est toujours les choses qu'on a appris avec Doxa et qu'on essaye de mettre dans NovaCorp. Après, NovaCorp m'apprend aussi énormément de choses. La plupart des choses que je mets la plupart des choses que j'écris dans les vidéos sont, je les apprends en faisant des recherches. J'ai déjà le sujet de base, j'ai déjà quelques petites notions, mais il faut pas que je dise de bêtises, donc il faut que j'aille faire des recherches. Ce que je n'ai pas forcément compris au début de la chaîne, et on pourrait me le reprocher que j'ai quelques vidéos où je dis des énormités, mais dans tous les cas, normalement, aujourd'hui, ça devrait plus arriver. Mais voilà, dans tous les cas, c'était cette volonté de aider à créer en nous-mêmes partageant notre expérience. Et du coup, une vidéo, ça te prend combien de temps à peu près à faire? Ça dépend lesquelles. Le sexisme dans la SF, par exemple, elle m'a pris 1 mois à écrire, même plus d'1 mois, plus d'1 mois et demi, on va dire. Si on compte la recherche, l'écriture, etc. Le montage, par contre, lui, m'a pris 1 mois pour sûr. Ouais. Après, une vidéo moins longue,
sur un sujet moins sensible, comme du coup Gundam que j'ai fait ou Evangelion, c'était justement, tu l'as dit, Evangelion, c'est un peu difficile à comprendre, on ne trouve pas grand-chose sur Internet, donc c'est beaucoup d'interprétations. Donc finalement, c'était plus beaucoup d'analyse de ma part que des recherches, même s'il y en a eu quand même, il y a des vidéos ou des sites qui m'ont aidé. Mais ça m'a pas demandé autant de recherche qu'une autre vidéo, comme le sexisme, il faut vraiment que j'y aille avec des pincettes. Ouais, c'est sur des sujets un peu peut-être sensibles là-dessus. On Ouais, va c'est faire plus ça. attention. Le Evangelion, je sais pas combien elle m'a pris de temps. Je pense que elle m'a pris peut-être une semaine, 2 semaines, quelque chose du style. Mais maintenant, une vidéo comme Frédéric, par exemple, elle m'a pris 3 jours à faire. C'est vraiment, en fait, ça peut dépendre des sujets, des vidéos. Frédéric, elle m'a pris 3 jours à faire parce que c'était que des clips à monter et que j'avais juste à télécharger les 10 clips. Et moi, je les connaissais. J'écoutais Frédéric depuis tellement de temps que je savais les endroits que je voulais dans les clips. Et ça a été super vite. Donc ouais. On va dire, oui, ça m'a pris 3 jours de montage, peut-être un jour d'écriture, mais voilà. Ok. Et C'est là où tu vas me poser la question. Alors pourquoi tu sors des vidéos tous les 6 mois? t'as d'autres choses à côté, j'imagine. Pas mal d'autres occupations, non? Donc ça, principalement. Mais j'ai la fac de lettres aussi, qui me prend beaucoup de temps. Ok. Je me demandais, en fait, je me demandais, est-ce que tu as une sorte de grand objectif, tu vois, genre une sorte de grand rêve ou comment tu vois un peu la suite? Est-ce que tu as un but, tu vois, par rapport à ce que tu fais, ou est-ce que tu le vis plus sur le moment présent en mode, j'ai envie de faire ça, donc j'y vais, je vais apprendre, je vais me documenter, je vais réfléchir sur ce sujet parce qu'intellectuellement ça fait vibrer, ou est-ce que tu as une sorte de grande vision entre guillemets finale pour toi? Ma grande vision finale. Je sais pas, aller acheter des pizzas sans avoir peur d'un paiement refusé, peut-être. Non, mais plus sérieusement, oui, j'ai un projet, comment ça s'appelle. Ce que j'aimerais le plus faire, c'est participer à la création de l'univers d'un MMORPG. Parce que quand j'étais petit, les MMORPG, je jouais tout le temps à ça. J'ai tellement de bons souvenirs, mes meilleurs souvenirs de joueurs sont sur les MMORPG, d'être entre potes, et l'univers qui est tellement grand, tu peux te balader partout, et puis tu as des histoires partout. Moi j'adore quand tu vas parler à un personnage et que le personnage il te raconte un peu son histoire, ses problèmes, etc. Et ça vient... Le jeu de rôle s'y rattache finalement. Et on nous a fait souvent la réflexion que notre jeu de rôle se rapproche beaucoup aux jeux vidéo parfois, et je pense que ça vient de ce côté que personnellement je kiffe beaucoup les MMO et j'aime bien me dire je vais créer un univers, ce jeu de rôle, je vais le créer comme si il pouvait être réalisé en MMORPG. Après, pas forcément au niveau du système de jeu, mais en termes de l'univers, me dire tiens, dans quel univers j'aimerais jouer si j'avais la possibilité de me connecter en ligne avec d'autres gens. Mais je sais que c'est compliqué parce que les MMORPG, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent financièrement. Enfin, je dis pas ça dans le sens ça va me rapporter beaucoup d'argent. Je dis ça dans le sens c'est difficile de financer un serveur et de le laisser actif. À cause de ça, du coup, il n'y a pas beaucoup d'investissement dans le monde des MMORPG, ce qui fait qu'il y en a peu et finalement, il n'y a que 2 géants aujourd'hui. Hein, c'est toujours Warcraft et Final Fantasy XIV. Mais c'est compliqué, mais personnellement, si un jour je pouvais, le rêve ultime, ce serait que quelqu'un dise tiens, j'ai bien aimé ton travail que tu as fait pour créer l'univers de Doxa, j'aimerais que tu fasses partie de notre team pour imaginer les quêtes de tel jeu ou tel truc. Moi, ce serait vraiment mon kiff. Est-ce que tu peux juste préciser ce que ça veut dire MMORPG pour les moldus comme moi? MMORPG, c'est un jeu massivement multijoueur en ligne. Donc, un RPG, c'est un jeu de rôle, mais en ligne, on va dire. Tu te connectes avec plein de personnes. Roleplay game. Voilà, c'est ça. Et tu te connectes avec plein de gens sur un univers commun, avec des événements qui se passent dedans, une histoire et tout. Tu te connectes et tu as tellement de gens et tu te dis, quand tu es perdu, tu envoies des messages aux autres, les gens ils t'aident, puis tu peux former des guildes pour aller combattre contre d'autres guildes ou alors participer à un événement de l'histoire. Et c'est cool parce que tu te fais des potes. Je me rappelle, il y avait un MMO à l'époque qui s'appelait Guild Wars.
Guild Wars 2 aujourd'hui marche très très bien, mais moi c'était le Guild Wars original, Guild Wars Faction. Il y avait des gens, moi je sais plus, je devais avoir 14 ans peut-être, qui m'avaient inventé dans leur guild et qui avaient 20, 30 ans. Et c'était énorme parce que comment ça s'appelle, le fait que j'ai 14 ans les gênait pas du tout. Et en fait, c'était comme si ça avait brisé les barrières sociales et on jouait tous sur cette passion commune. Et on se connectait sur Skype et on parlait à voix haute. Alors qu'à la base, on aurait pu très bien pas le faire. Mais du coup, on avait toute cette team. Enfin, c'était vraiment rigolo de. Tu fais des rencontres. Joueur de grenier, justement, il a fait une vidéo il y a pas longtemps sur ses meilleurs souvenirs de MMO. Et il parle justement qu'il avait fait une guilde et qu'il avait rencontré plein de potes là-bas et qu'il a même toujours des potes de l'époque où il jouait au MMO et que de temps en temps il se fait des barbecues avec et tout. Donc je sais pas, moi je trouve ça vraiment cool comme expérience de jeu qui est très sociale. Ça casse un peu toutes les barrières générationnelles, quoi. Le jeu d'une manière générale, parce que c'est pareil un peu quand tu traînes dans les milieux de jeux de société, jeux de rôle, etc. Bah, au final, t'as beau avoir 13, 14 ans, 15 ans, t'as la possibilité de te faire des potes qui ont 10 ans de plus que toi, quoi. Et c'est hyper enrichissant personnellement parce que tu vois plein de choses, ça te sort complètement de ton quotidien là-dessus. Donc ouais, je trouve que ton objectif a beaucoup de sens en fait parce que quand on regarde un petit peu ce que tu fais, bah, tu as ton projet Doxa où justement tu t'es passionné pour un univers, tu as regardé plein de choses et en même temps c'est cette chaîne NovaCorp où tu vas justement vraiment développer une pensée et on sent qu'il y a un vrai boulot de recherche et d'écriture là-dessus et ça fait, ça fait beaucoup de sens, je trouve, c'est chouette. Pour revenir sur ce que tu disais du fait que c'est cool justement que tu aies 14 ans et que tu puisses te mettre dans un monde autre, etc. Une des plus belles choses que j'ai vues avec le jeu de rôle, c'est que il y a des fois j'ai fait des conventions, il y avait des personnes qui étaient handicapées mentales ou des fois handicapées physiques qui venaient à notre table et qui semblaient toutes timides ou qui osaient pas faire grand chose. Mais une fois en jeu, le fait d'être dans un rôle, c'était des personnes complètement différentes et tu voyais le plaisir qu'ils avaient sur leur visage de se dire maintenant je suis dans un monde où je suis pas jugé, où je peux faire ce que j'ai envie. Et ils s'amusaient et c'était enfin, ça m'a marqué ces conventions ou de rencontrer vraiment des personnes, ou alors même des personnes qui n'ont pas d'handicap, juste des personnes timides dans la vie en général qui arrivent et qui, dans le jeu, sont les personnes les plus extravagantes que tu peux trouver. C'est quelque chose, enfin, qui fait vraiment plaisir. Mais oui. Mais oui, du coup, pour revenir, enfin, tu disais que c'était un projet cohérent par rapport à la création, qu'il y avait de la recherche, tout. En tout cas, bah, je te remercie. Mais c'est vrai que dans le jeu de rôle, en fait, les personnes sont elles-mêmes et en même temps, elles incarnent un personnage, tu vois. Donc c'est un petit peu un mix des deux qui est assez marrant, je trouve, parce que bah, tu peux être qui tu veux et donc faire n'importe quoi si tu veux dans cet univers-là. Et en même temps, tu mets forcément de ta personnalité dans la chose. Euh, voilà, je suis en plein jeu de rôle depuis pas longtemps. J'avais très peu joué au jeu de rôle et je m'y suis mis il y a peut-être 2 mois. Alors, c'est un autre univers. C'est dans l'univers Pokémon, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, c'est vrai que c'est un bon moment parce qu'en fait, ça rapproche et c'est vraiment un rendez-vous que tu te poses avec les gens. Donc, puis ça te permet d'être créatif en fait, justement de manière générale, parce que tu t'imagines un peu l'univers qui est autour de toi, tu t'imagines avec les interactions avec les personnes. Et c'est assez intéressant, surtout après quand tu vas créer du contenu ou autre, ça peut te faire penser à certaines choses. Enfin, tu peux faire des liaisons comme ça. Donc c'est très intéressant. C'est ultra créatif le jeu de rôle. Qu'est-ce que je veux dire, avant de commencer la réécriture qu'on a aujourd'hui de Doxa, je me suis fixé l'objectif pour m'entraîner à écrire et faire avoir le meilleur style possible, c'était d'écrire une nouvelle par jour. Et de la faire relire tous les jours et de l'envoyer à la communauté pour avoir des retours et pouvoir m'améliorer. Donc pendant 1 mois, j'ai écrit une nouvelle par jour, donc ça me prenait pas mal de temps. Mais les gens me posaient la question, mais comment comment tu faisais pour inventer à chaque fois une nouvelle histoire tous les jours sans jamais raconter 2 fois la même? Et en vrai, le jeu de rôle, parce que quand t'es maître du jeu, quand t'es narrateur et que tu veux mettre les gens dans ton univers, tu vas constamment devoir écrire des scénarios. Donc tu vas constamment devoir être poussé à être créatif. Et avec Ephraim, nous, on a vu des
comment ça s'appelle, des auteurs de jeux de rôle en convention qui arrivaient, ils avaient un scénario et ils jouaient 7 fois le même dans la journée parce que c'était leur scénario et puis voilà. Euh, Avec Ephraim, nous on s'est dit, nous on fait pas ça. Ce qu'on veut, nous, c'est à chaque fois pousser plus loin la créativité. Et donc, sinon on avait l'opportunité de faire 7 scénarios dans la journée, on en faisait 7 différents. Et quand on jouait avec des potes ou quoi que ce soit, on joue toujours à des scénarios différents. On reste très rarement sur le même et on se pousse dans nos limites. Après, bon, quand on joue de façon juste casual dans son cercle d'amis, bon, là c'est moins compliqué, mais quand on est auteur et qu'on doit constamment écrire des scénarios, quand on va en convention et qu'on a 7 à faire jouer, je comprends qu'il y en a qui puissent se dire moi je vais jouer 7 fois le même parce que j'ai la flemme d'en écrire 7 différents. Mais je pense que ça, le jeu de rôle, ça pousse à une créativité, rien que quand tu essayes d'être le narrateur, mais même quand tu es joueur, du coup, comme tu le disais, ça te pousse à, vu que ça a un petit côté théâtre d'impro, ça te pousse à te dire qui est mon personnage, quel est son background, comment est-ce que je peux l'interpréter, et comment je peux interagir avec les autres autour de moi. C'est vraiment, c'est vraiment un bon médium pour ça, justement. Et Dieu sait que la création de contenu et la créativité de manière générale, on en a parlé dans Systemator. C'est un peu au cœur du message qu'on prône, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à concilier cette hyper créativité et avec la capacité à être organisé, à avoir un système en place. Et ça me permet d'enchaîner justement sur la deuxième partie, Gabriel, parce que dans ton Draw My Life, tu expliques que tu t'es parti de loin dans ta vie, en quelque sorte. Tu étais à un stade de dépression vraiment avancé à un moment donné. Ton environnement de vie était très compliqué. Tu as même eu un ami d'enfance qui est venu faire une tentative de suicide chez toi, donc le truc de ouf. Et moi, je me souviens, je regardais la vidéo et c'était, je crois, la moitié de la vidéo. Je me disais, mais ok, le happy end, comment ça se déroule, tu vois? Tu te dis, le mec, comment il s'en sort dans le film? Tu te dis, putain, t'as toutes les forces du mal contre lui et le mec, il va gagner à la fin du match, d'accord. Et j'ai vu, en fait, à travers ton Draw My Life, en tout cas, cette, cette transformation inattendue, et tu décides de dire stop à tout ça. Et j'aimerais savoir ce qui a été le déclencheur pour toi, s'il y en a eu un. Oui. Il y a. Comment ça s'appelle quand. Comment ça s'appelle J'ai pas. Enfin, oui, ce qui m'est arrivé, c'est compliqué. Mais il y en a qui sont. Il y en a qui ont des vies qui sont pires, on va dire, qui ont vécu des choses pires. Dans tous les cas, on fait toujours. Quels que soient les milieux, même pour quelqu'un qui a eu quelque chose, une enfance qu'on va dire normale, il y a toujours des choses qui vont pas, il y a toujours des problèmes qu'on vit à notre échelle. Et quand par exemple, moi j'ai un pote qui arrive chez moi et qui va essayer de se jeter sur un pont, machin, enfin, c'est quand t'es entouré que de ça toute ta vie, Mm. ça te paraît banal à un moment. Et ça devient normal. Et pour les gens qui, eux, ont une enfance avec des parents qui étaient aimants, qui les ont aidés, etc., ben, pour eux, c'est tout aussi difficile. Et si tu regardes bien, la dépression naît souvent dans les milieux les plus aisés. Donc les gens qui ont, pourtant, de base, on pourrait croire, le moins de difficultés. Et pourtant, c'est pas ce qu'en ressort. Et donc, quand tu as ces espèces de... Quand tu te dis ça, tu te dis, ok, chacun fait l'expérience de son propre mal-être, et comment est-ce que tu peux t'en sortir? Et je pense que moi, le déclic, c'est qu'à force de se prendre des claques et des claques et des claques, il y a un moment, je pense que ça suffit. Bon, c'est progressif, mais moi, je pense que c'était une période où, justement... de grosses désillusions. Moi, je voulais être musicien à la base. J'ai fait une fac de musicologie pendant 2 ans. Ensuite, comment ça s'appelle, j'ai pas pu aller dans les écoles que je voulais parce que ma mère refusait. Mon père venait de décéder il y a pas longtemps, donc ça c'était aussi difficile. Il y a le fait que je dois abandonner les rêves. Je bossais sur Doxa. Il y avait ma démo qui, justement, avec mon éditeur, qu'on avait des problèmes. On avait, fallait
j'ai toujours bossé dans des écoles de musique. Quand j'étais au lycée, j'avais une classe horaire aménagée musique. Quand j'étais au collège, pardon. Quand je suis parti au lycée, j'ai changé de ville exprès pour aller dans un lycée et je pouvais faire un bac option musique, etc. Puis ensuite, j'ai fait une fac de musicologie pour ensuite me dire, ben non, en fait, je peux pas continuer et tout. Je peux pas, en fait. Et parce que justement, ma mère qui essaye de me mettre à la rue, etc. C'est là où moi je me disais, je peux pas continuer à faire ce que je fais. Je peux pas continuer à faire la musique, le jeu de rôle, une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. C'est impossible. Parce que il y a un moment où il me faut une rentrée d'argent, il y a un moment où il faut que je puisse vivre. Et si on me met à la rue, ça va pas être possible. Et comment ça s'appelle, j'ai dû commencer à bosser dans une pâtisserie, j'ai essayé de tenter les compagnons, etc. Mais c'était vraiment... Dieu merci que j'ai été refusé chez les compagnons parce que je sais pas qui je serais aujourd'hui. Euh, j'ai pas pu tenir, c'était trop dur. Et avec en plus mon pote qui arrive chez moi, qui fait ce genre de choses, ça aide pas. J'avais des problèmes de santé. Il y a un moment, moi, je me suis dit, c'est pas qui je veux être. Moi, ce que je veux faire, c'est créer. C'est inventer des trucs, c'est me plonger dans un univers. Et je me suis dit, bah, quitte à finir à la rue, bah, je vais faire ce que je fais à 150%. Et si je finis à la rue, bah, je continue à le faire à 150% jusqu'à ce que je crève la bouche ouverte. J'en ai rien à faire. C'est vraiment, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire mon projet, etc. Et, et je me suis dit, je vais y aller à 250%. Et donc voilà. Et comment ça s'appelle, le plus gros déclic, on va dire, le moment où moi je me suis dit c'est bon, on change, c'est que il y avait Sorel Amor, je sais pas si vous connaissez sur YouTube, qui est photographe, mais qui fait aussi beaucoup de vidéos de développement personnel, qui avait fait une vidéo sur la morning routine de Tim Ferriss. Tim Ferriss qui a fait la semaine de 4 heures. Qu'est-ce que je veux dire, moi, sa routine, je me suis dit, ça sert à rien d'être fermé d'esprit et de dire ouais mais ça va pas marcher pour moi, oui j'ai déjà essayé avant et ça marchera pas, ou non plus de se dire je vais l'essayer 2 jours ou un jour et voilà. Je me suis dit je vais l'essayer sur 2 semaines et si je vois pas de truc, peut-être que je peux l'améliorer pour trouver quelque chose qui me va, qui convient à moi, mais je vais essayer. Je vais pas être fermé d'esprit, je vais sortir de ma zone de confort et je vais me dire ok, pourquoi pas moi. Et j'ai commencé cette morning routine et depuis, enfin vraiment, je- j'ai du mal à m'imaginer comment je pouvais être avant, comment je pouvais parler avant, tellement j'ai changé. Parce que depuis, enfin je sais pas, avant je bossais, je faisais tenue blanche par semaine, je mangeais pas, j'avais des problèmes de santé, je bossais à fond sur la chaîne YouTube et tout, alors qu'aujourd'hui bah, j'ai des horaires beaucoup plus calés, je fais des pauses, le soir bah, je m'amuse avec des potes et finalement j'arrive à faire une qualité de vidéo qui est bien supérieure à mes premières et à travailler bien plus efficacement et bien plus vite que mes tout premières. Donc finalement, ce qui compte, c'est pas la quantité de travail que tu fais, mais c'est la productivité. Et une part de la productivité et de la création vient aussi de prendre soin de soi, vient aussi de dormir, de faire des pauses, de s'intéresser à comment aller plus vite, mais en faisant en sorte de faire la meilleure qualité possible. Ne jamais s'arrêter à ce que tu vois au premier abord et toujours pousser les choses plus loin. Donc voilà. Puis il y a un autre truc qui m'a aidé, que j'aimerais mentionner, parce que moi, l'art, ça a toujours été, m'a toujours servi de parent. Ça a toujours été ce qui m'a sorti des difficultés, qui m'a appris les choses sur la vie, qui m'ont montré, tiens, on peut se comporter de telle façon et tout. Et il y a un moment où j'allais vraiment pas du tout bien et j'ai joué à un jeu. J'avais arrêté de jouer pendant très longtemps parce que justement c'était une période très difficile, j'avais quasi rien en argent et tout. Je pouvais pas jouer, j'avais pas les, enfin, c'était pas possible. J'avais pas de PC quasiment qui pouvait. J'avais même mes consoles, ils étaient restés. Mes parents, j'avais pas de télé ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment impossible de jouer. Et mais il y a un moment où j'ai eu une petite rentrée d'argent et normalement justement j'aurais dû l'investir dans à manger et tout ça parce que j'avais pas grand chose, mais je me suis dit non, pour moi l'art c'est important. Je me suis acheté une Nintendo Switch. Il y en a plein qui pourraient voir ça comme une dépense inutile quand on était dans la merde dans laquelle j'étais à l'époque, et pourtant moi ça a été le truc le plus utile que j'ai fait parce que ça m'a renouvelé avec le jeu vidéo et j'ai joué à un jeu qui s'appelle Xenoblade 2 qui fait 150 heures on va dire pour juste finir l'histoire, et le fait de me plonger dedans
d'être à fond, de retrouver cette passion, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et je sais pas, 3 jours après, j'ai commencé la morning routine et depuis, tout a changé. Enfin, oui, carrément. Donc bon. Ça force à l'admiration, en tout cas, cette histoire, ce retournement de situation de vie. Et moi, ce que j'ai envie de dire, parce qu'on parlait de la créativité juste avant, est-ce que c'est pas en partie ça qui t'a sauvé? Parce que lorsqu'on est capable et qu'on a envie avant tout de créer son propre monde, que ce soit effectivement à travers du jeu de rôle, du jeu vidéo, de la musique ou quelque autre forme d'art, euh, on n'a plus vraiment de temps comment dire, à allouer, à se morfondre sur ses problèmes, sur sa vie qui va pas, et on crée une nouvelle réalité. Alors même si on est dans le virtuel initialement, et on pourrait se dire ah oui, mais c'est que du virtuel finalement, entre guillemets, ça va pas te faire bouffer. Moi, je suis convaincu que en faisant ça, ce qui compte, c'est l'énergie sous-jacente qui va nous permettre de nous connecter au monde et de créer une nouvelle réalité physique ensuite, parce que la manière dont on va regarder la vie, euh, elle sera plus passive, mais elle sera active. Elle sera j'aime faire ça euh, en tant que finalité. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec ma mère et on se disait l'idéal dans la vie, c'est vraiment de faire quelque chose parce que tu kiffes le faire et ça te nourrit. Donc c'est in the sake of, comme on pourrait dire en anglais, ça a sa propre finalité. Et si cette chose-là en plus peut nourrir d'autres personnes et peut te permettre de te nourrir aussi financièrement et a un impact, c'est encore mieux. Mais ça part de cette vibration interne de ah ouais, je fais ce qui me parle et ce qui résonne en moi. Et avec cette énergie-là, je vais pouvoir faire d'autres choses à côté. Après, faut faire attention parce que faut pas non plus voir la création comme un placebo à tes problèmes. Dans le sens où si tu crées juste parce que ça t'évite de penser à autre chose, c'est bien, mais du coup, il faut juste revoir ses priorités et se dire, ok, est-ce que j'ai envie que mon projet y marche ou est-ce que j'ai envie que ça m'aide dans ma vie? Et donc, il y a plein de gens qui adorent créer, mais je pense qu'ils sont plus destinés à créer pour se faire plaisir, parce que c'est important d'avoir un passe-temps créatif, et comme quand tu vas faire la musique dans un groupe, etc. Mais si tu veux vraiment porter ton projet plus loin, faut aller au-delà qu'un placebo pour tes problèmes, parce que c'est pas, ça va t'aider, mais oui, c'est clair et net que ça va t'aider. C'est ce que je racontais avant, mais par contre, si tu veux porter ton projet plus loin, faut voir au-delà de à quoi ça t'apporte toi et voir comment tu le disais à la fin, ça t'apporte aux autres en fait. Et justement, Ouais, ça ne doit pas être que thérapeutique. oui, c'est ça. Enfin, personnellement, une des parts personnellement, pourquoi j'adore créer et tout ça, c'est que oui, ça m'aide, mais c'est que je revois l'impact qu'ont eu certains jeux sur moi, ou alors certains films ou certaines musiques, et je les écoute et ça me donne des frissons, ça me met en larmes, ça me fait remettre totalement tout en question. Et, euh, et je me suis dit, j'aimerais tellement, parce que de toute façon, un jour, je vais crever, hein, comme tout le monde, et donc, et puis ce que je vais créer, ça va disparaître, etc. Mais je me dis, au moins, je pourrais peut-être aider des gens de la même façon que ces choses m'ont aidé. Je pourrais peut-être faire ressentir des choses, faire ressentir des émotions et peut-être aider d'une certaine façon. Justement, le Draw My Life, ce que je disais à la fin, c'est que la vidéo, je ne l'ai pas fait dans une prétention de me dire tiens, je vais vous montrer ma vie et puis voilà, ma vie, regardez-la, elle est super intéressante, mais plus pour dire c'est une vidéo de motivation en mode qu'importe ce qui arrive, continue, etc. Enfin, c'est juste un objectif pour essayer de motiver les gens. Oui. Et je pense que, je ne sais pas si vous connaissez Tom Bilyeu, qui est directeur de la chaîne Impact Theory, il dit souvent que ton but dans la vie, oui, en effet, c'est de te faire plaisir, mais c'est avant tout d'essayer de faire en sorte que ton entourage vive bien, faire attention aux autres, et essayer de mettre justement, de faire un impact sur le monde, comme leur nom de leur podcast, faire un impact sur le monde, mais d'une façon agréable et positive. Carrément. Et on en parle souvent sur Doxa, justement. C'est un monde où il y a des corporations, c'est du post-cyberpunk, donc on imagine tout de suite les patrons comme diabolisés, etc. Alors que dans le bouquin, on dit justement, non, à la base,
les gens sont emprisonnés dans un système qui les encourage à faire des choses qui sont pas ouf, mais à la base, ça part toujours d'une bonne intention. Et quand les gens créent des entreprises, etc., ils le créent dans l'objectif d'aider les gens parce qu'ils ont envie d'apporter un service. C'est comme vous, quand vous faites un podcast, vous vous êtes sûrement dit, nous, on a envie d'apporter un podcast qu'on n'a pas vu ou qui nous plaît, on a envie de l'apporter au monde, ou alors quand vous créez le site iTel.fr ou je ne sais quoi, vous vous disiez, nous, on a envie de créer quelque chose qui oui, nous plaise, mais qui peut aider aussi les gens. Et faut pas... comment ça s'appelle ? Ouais. Je pense qu'il faut aller vers quelque chose comme ça, quoi. Carrément. Je me posais une question quand j'ai vu ton Draw My Life, justement. On rebondit pas mal dessus, hein, mais on est un peu dans la section pour. À un moment, tu parles que tu as une sorte d'esprit un peu de compétition, un petit peu, où tu essaies d'être le meilleur dans ce que tu fais. Est-ce que tu penses que la combativité, la résilience, c'est un peu drivé par cet esprit-là, tu vois ? Est-ce que le fait d'avoir un esprit un peu compétitif, ça aide justement à rebondir quand il t'arrive des choses compliquées dans la vie ? Personnellement, la mienne, oui. Mais je sais pas si la compétitivité en général peut aider, parce que j'ai vu des gens qui étaient dans la compétition, mais dans une compétition Scène. pas très ouf, voilà, c'est ça, c'est plus une compétition qui naît à cause de la jalousie de voir que les autres réussissent, et en fait, le fait de voir ce que les autres font, cette espèce de combativité, il y a des gens qui vont être en mode non, moi je veux faire mieux que lui, et qui vont aller dans des embranchements pas sains, comme tu disais. Est-ce que c'est pas un rite de passage un peu, tu vois ? Est-ce que toi, par exemple, moi, il me semble, enfin, j'ai un peu cet esprit aussi de compétition, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je me suis pas mal reconnu aussi là-dedans. Et il y a un petit peu ce syndrome du petit con, entre guillemets, quand tu commences à faire des choses et à vraiment mettre les mains dans le cambouis, que j'ai ressenti un petit peu personnellement, à voir cette phase que tu viens de décrire, et puis après, à en revenir au moment où, ok, t'arrêtes de parler et tu commences à faire des choses, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, par exemple, rétrospectivement, ou pas du tout ? Où j'étais un petit con, avec la compétitivité, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire ? Au début, quand j'ai commencé à écrire Doxa, le jeu de rôle, c'est un projet à plusieurs. Sauf que Doxa, même si Ephraim il m'aide beaucoup, etc., c'est quand même un projet qui est né, que c'était le mien, etc., à la base, que j'ai bossé la majorité du temps, j'ai fait la majorité du travail, etc. Et donc, du coup, j'avais tendance à m'approprier mon propre truc et de me dire non, je veux pas que les autres y rentrent, et j'étais extrêmement désagréable envers pas mal de monde parce que je me disais bah non, c'est moi le meilleur, c'est mon jeu de rôle, tu vois. Mais justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, donc ça m'a appris à me remettre en question, à me foutre des baffes et à me dire ah ouais, mais en fait quand il y a quelqu'un qui fait mal quelque chose, qui t'a pas rendu quelque chose ou quelque que ce soit, en fait t'es pas obligé de lui crier dessus, en fait. T'es pas obligé de le faire sentir mal ou des trucs du style. Tu peux y aller plus gentiment. Et tu peux faire en sorte que les gens soient bien avec toi. Et qu'est-ce que je veux dire ? Tu vois, par exemple, j'ai fait un appel à bénévoles pour avoir des correcteurs il n'y a pas longtemps sur Doxa. On a eu tellement de retours que j'arrive même plus à répondre à tous les mails. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Je sais que la façon dont je réponds aux correcteurs, j'essaye de le faire d'une manière qui soit toujours dans l'attention, et justement on s'est fixé des deadlines, dire ouais, samedi prochain il y a ça, il y a des personnes qui disent ouais mais je suis pas sûr d'y arriver, aujourd'hui je leur réponds c'est pas grave, ça l'est vraiment pas en plus, mais je sais que si j'étais resté comme j'étais avant, j'aurais pu leur répondre des trucs du style non pour moi il faut que ça soit fait, tu vois. Et c'est pas bien, parce que du coup c'est le genre de compétitivité négative. Donc oui, il y a un moment où il y a eu un déclic. Après, te dire lequel, je sais plus, mais Ouais, ça se fait sur le tas, en fait. C'est un processus, quoi. C'est pas du jour au lendemain, tu changes, tu passes de A à B, quoi. En fait, ce qu'il faut voir dans la compétitivité, c'est quand tu vas vouloir créer quelque chose, pose-toi la question, est-ce que tu veux créer quelque chose qui existe déjà ? Et évidemment, tu vas sûrement te dire, bah non, évidemment, je veux créer quelque chose d'original. S'il y a quelque chose qui est déjà disponible, pourquoi faire quelque chose qui existe déjà ? Donc dans ce cas-là, il faut que tu sois capable d'inventer. Et donc tu vas avoir des modèles. Ces modèles-là,
Euh, Ça va être des auteurs, ou toi qui fais de la musique, Weasley, ça va être des musiciens. Mais quand tu les... Faut pas les regarder et de se dire ah, je suis une merde quand je les écoute. Parce que ça, c'est pas sain. Euh, Parce que si tu regardes un réalisateur, que tu veux faire un film et que tu dis putain, il est vraiment trop bon, moi je suis incapable de faire ça, bah, même si tu veux essayer de rentrer dans la productivité qui te qui est engageante, qui te permet de créer un film, etc. Si tu vois constamment les gens qui sont au-dessus de toi comme négatifs, même si ça te pousse et que tu dis quand même j'ai envie d'être le meilleur, tu vas toujours te prendre des murs à chaque fois que tu fais. Alors que chacun a sa sensibilité, chacun a son histoire et chacun a ses façons de le raconter. Même si des fois il y a deux réalisateurs qui vont avoir des thèmes similaires, il reste quand même chacun ses thèmes, ses histoires, ses trucs. Donc ce qu'on crée c'est toujours original. On peut s'inspirer et prendre comme modèle les gens qui sont au-dessus, mais il faut pas les voir comme quelque chose de diabolique qu'il faut soit absolument dépasser, soit se dire j'y arriverai jamais. Il faut plus les voir comme un mentor et de se dire putain j'admire ce qu'il a fait et de se poser la question comment il y est arrivé et comment est-ce que moi je peux prendre ce que ce réalisateur m'apprend, soit dans son film, soit dans son parcours de vie, pour se dire moi je vais essayer de l'apporter à ce que moi je fais et je sais pas comment dire autrement, mais faire un espèce de pot pourri de tout ce que t'emmagasines et tout ça. Une boîte à outils, en Ouais, fait. c'est ça. Voilà, c'est une boîte à outils. Bah, c'est ce que disait Stephen King dans sa biographie. Ouais. C'est une boîte à outils. Tu prends les choses un peu partout, tu t'entraînes, et des fois tu vas ressortir un outil qui est rouillé et tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu. Mais il faut jamais se dire non, mais moi je peux pas acheter cette boîte à outils, elle est trop chère pour moi, je l'aurai jamais. Ou alors moi je sais pas utiliser les outils qu'il y a dedans, alors c'est bon, moi je le fais pas, tu vois. Donc faut voir. Tu vois, un truc bête tout à l'heure, je disais que je m'étais fait une routine où j'écrivais une nouvelle par jour pendant un mois. Euh, ça m'est venu du fait que bah, y a des auteurs comme Haruki Murakami ou justement Stephen King, etc., euh, des, qui écrivent 3 bouquins par an, les gars, et c'est des malades, et ils écrivent tous les jours. Et qu'est-ce que je veux dire? Dans sa biographie, il disait si tu veux être auteur mais que finalement t'es pas prêt à écrire tous les jours, bah fais pas auteur. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se disent ouais mais moi j'écris quand il y a l'inspiration qui vient et finalement ils écrivent une fois par mois et même si je discute pas de la qualité, c'est une autre approche. Mais le j'ai beaucoup aimé cette phrase de si t'es pas prêt à le faire tous les jours, le fais pas. Et donc c'est un exemple de comment est-ce que j'ai pris quelque chose de quelqu'un qui m'inspire au lieu de le voir comme négatif en mode ah non moi je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais me lever le matin, mais de me dire bah je vais le faire. Et oui peut-être que je vais écrire de la merde et j'ai écrit de la merde, Dieu le sait, mais faut pas s'arrêter là. Faut voir la compétitivité comme quelque chose de qui te rapproche des gens que t'aimes et qui t'admirent, mais pas qui soit t'y éloigne ou soit genre vraiment tu les diabolises et c'est vraiment des méchants quoi. Yes. Stephen King, hein, dont on a parlé dans un précédent épisode d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur son livre Écriture, sa biographie, où il parle un petit peu de ses principes d'écriture, de sa vie, comment est-ce qu'il en est arrivé un peu là où il en est, ses méthodes de travail, qui est très 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 intéressant. Oui, ça me fait penser à une autre question pour rebondir sur une énième fois sur ton Draw My Life. Euh, donc toi, finalement, y a personne qui t'a tendu la main distinctement. Ça s'est fait progressivement et c'est toi qui t'es bougé. Est-ce que tu penses que on peut et est-ce qu'il faut aider les gens qui sont vraiment en méga détresse ou est-ce qu'on doit attendre qu'ils se réveillent par eux-mêmes quoi? Alors, c'est une question extrêmement intéressante qui m'a. Je suis content que tu la poses parce que c'est quelque chose que je me suis énormément posé pendant tellement de temps. Euh, C'est un peu la question du podcast, hein. Là, on a parlé pendant plus d'une heure là, pour en arriver là. ouais. Le... Moi, j'ai toujours été entouré, enfin, plus maintenant, parce que c'est bien de s'entourer des personnes qui te font avancer et qui sont positifs. Donc, j'essaye de m'entourer de personnes positives aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, j'étais beaucoup entouré de personnes qui sont dans le détresse, qui sont dans la dépression, qui sont au bout du gouffre. Et pour moi, qui justement
essaye d'aider les gens, ça me paraît un peu insupportable de voir les gens ne pas y arriver, échouer, etc. Et donc j'ai toujours voulu leur tendre la main, mais je pense que c'est pas la bonne solution, toujours. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu aider ces personnes-là, pas à chaque fois, tu peux les aider dans la limite du possible, mais souvent, quelqu'un qui est dépressif, il va s'enfermer sur lui-même. Et quand tu vas essayer de l'aider, pour lui, il va le voir comme une intrusion dans son univers et il va te rejeter. Et j'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé de me mettre de côté, alors qu'à la base, j'ai essayé tout le temps de leur tendre la main. Et il faut toujours aider les gens, pardon. Il faut toujours aller vers le fait de tendre la main, mais si les gens n'acceptent pas de ton aide, tu peux pas les forcer. Tu peux que leur dire d'aller voir un professionnel. Parce que t'es pas un psy. Tu peux pas faire le travail d'un psy ou de faire un suivi thérapeutique. Oui, ça peut être bien d'écouter quelqu'un quand il a besoin d'être écouté, etc. Mais s'il a besoin de plus et qu'il veut pas de ton aide et qu'il le montre, faut le laisser. Et justement, la personne qui est venue essayer de se jeter chez moi, cette personne-là, elle avait toujours été dépressive depuis tellement de temps. Et j'ai essayé plusieurs fois de l'aider et ça a toujours été négatif comme réponse. Et le seul moyen que moi j'ai trouvé de l'aider, c'est de lui dire c'est malheureux, mais je peux rien faire pour toi. C'est parce que, c'est très contre-intuitif de se dire je veux aider quelqu'un, mais je vais pas le faire. Et de se dire dans le fait de pas le faire, tu vas les aider. Parce que si c'est toi qui réponds j'ai peut-être crié un peu fort. Si c'est toi qui réponds au problème de quelqu'un, c'est pas la personne elle-même qui va répondre à son problème. Donc dès qu'elle va arriver à quelque chose d'autre un obstacle, il va pas réussir à passer derrière cet obstacle parce que la dernière fois c'est toi qui es passé au-dessus ou qui l'a aidé à passer au-dessus. Donc il y a des gens qui ont besoin d'être laissés tranquilles pour se laisser la chance de eux-mêmes passer la barrière. Et je sais pas comment dire les choses autrement ou les dire bien. Ça paraît contre-intuitif, mais s'il y a quelqu'un qui va pas bien, je vais l'aider. Je vais essayer de lui dire, écoute, je suis là pour t'écouter. Si tu as un problème, si tu as besoin de quoi que ce soit, je peux venir ou quoi que ce soit. Mais si cette personne à un moment en demande trop, ne peut plus, comment ça s'appelle, devient limite agressif parce qu'on essaye de l'aider ou quoi que ce soit, ou refuse de l'aide. Ouais. Si elle refuse, tu peux pas l'aider, tu peux pas lui dire non, tu vas pas bien, alors il faut vraiment que je vienne. Non, si la personne veut être tranquille, tu la laisses tranquille. Donc oui, on peut aider ponctuellement. C'est un petit peu comme si tu vois un SDF qui est en train de crever la bouche ouverte, tu peux l'aider, tu l'aides ponctuellement avec tu lui mets un bout de pain dans la bouche, mais c'est vrai que sur le long terme, il y a besoin d'une vraie prise en charge. C'est pas entre guillemets à toi de le faire. Ça relève d'une autorité plus haut placée que toi a priori. Ouais. Je pense que c'est un bon parallèle. Ouais, c'est ça. Parce que faut penser à soi aussi. Et la plupart du temps, en voulant trop aider ou en pensant trop aux autres, on s'oublie et on se détruit. Et en se détruisant, on détruit les autres dans notre passage. Parce qu'on devient dépressif et du coup, on entraîne un peu la négativité tout autour de nous. Et donc, ça arrive, il y a des moyens de s'en sortir et tout, mais disons que faut pas si tu veux aider quelqu'un qui va pas bien, le meilleur moyen c'est vraiment si elle veut pas, c'est de l'amener vers des autorités qui sont plus compétentes. Quel conseil tu te donnerais si tu pouvais retourner un peu en arrière, si tu te voyais un peu ton toi du passé? Quel conseil tu te donnerais par rapport à ça? Je sais pas vraiment si je me donnerais des conseils parce que on apprend par l'échec. Donc si j'avais pas eu d'échec, j'aurais pas appris, je me croirais pour le meilleur ou quoi que ce soit. Donc pour moi, les échecs c'est positif. Et oui, il y a des moments où j'ai voulu aider des gens et ça a pas marché.
des moments où j'ai voulu faire des choses et je me suis pris un mur. Mais finalement, c'est ça qui m'a construit. Et si je devais refaire tout ce que j'ai fait, je le referais de A à Z sans hésiter. Donc mon conseil, c'est juste apprécier l'échec, Je quoi. suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est une belle conclusion de tout ça parce que c'est ce qui nourrit, c'est ce qui construit, c'est ce qui permet de se rendre compte aussi pourquoi là ça n'a pas marché et pourquoi la prochaine fois ça marchera mieux. Et c'est ouais. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'était très intéressant. On a parlé de plein de sujets. Euh, Tu restes avec nous parce que on va passer au Merci à truc vous. de la semaine. Mais avant, Wesley, rappelons quelque chose. C'est encore à moi de le faire. Ah bah, tu sais, tu le fais si bien. Eh bien, je vous invite, vous qui êtes de l'autre côté du micro ou de l'écran ou de votre smartphone, à vous diriger vers la grille de notation sur Apple Podcast ou sur la plateforme podcast de votre choix. Mais bon, a priori, c'est Apple. Et à nous mettre Stitcher aussi. On l'oublie toujours celui-là. Et à nous mettre une note pour nous permettre de continuer à monter dans l'algorithme. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à écouter ce rendez-vous, donc ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que ce genre de contenu vous intéresse et vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en interaction avec nous également sur systemator.tech. Et on va passer au truc de la semaine. Alors, Gabriel, quel est ton truc de la semaine? À partager, c'est ça? Ce que j'aimerais partager. Cette semaine, il y a Tool, qui est un groupe de métal progressif qui n'avait pas sorti d'album depuis 13 ans, qui vient de sortir leur 5e album, qui s'appelle Fear Inoculum. Et ils avaient déjà publié le single Fear Inoculum un peu avant, il y a 3 semaines, pour teaser un peu les gens. Comment ça s'appelle, le morceau, il durait 10 minutes et il est arrivé dans le Billboard américain, donc ce qu'on écoute à la radio, dans le top 100. Et c'est le record de la musique la plus longue qui est passée à la radio. Et c'est une musique de Tool. Et ça m'étonne tellement qu'une musique de Tool se passait à la radio. Enfin bref, et ils ont sorti leur album. Ils ont passé une musique 10 minutes à Ouais, c'est la ça. radio. C'est un truc de fou. Et ouais. Et en plus du métal, quoi. Donc c'est un record. La musique, elle est passée en tendance pendant, je crois, 2 jours en France, en Amérique et tout. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc ils ont sorti l'album qui est sorti il y a 3-4 jours maintenant. Je vois plus le temps passer parce que je fais trop de choses. Mais le dernier morceau de cet album s'appelle Seven Tempest, qui dure 15 minutes. C'est un des plus longs qu'a fait Tool. Et quand je l'ai écouté, je me suis pris une telle claque. C'était phénoménal. Je pensais pas que 13 ans après, les gars, ils arriveraient à avoir toujours leur son qui fait l'identité de Tool, mais toujours apporter quelque chose d'un peu de nouveau. Et le morceau, il est bluffant. Enfin, je pense pas il y a des gens qui puissent ne pas aimer, je conçois, mais je pense pas que non plus que quand on écoute ce genre de choses, on puisse se dire ah c'est fondamentalement mauvais ou on sent qu'il y a tellement de travail derrière que même si c'est pas ton délire parce que c'est pas ta musique, tu peux quand même admirer genre tout le détail qu'un album qui a pris tant d'années à être fait et dessus. Et puis enfin le morceau, en ce moment il fait beaucoup parler de lui et il est impressionnant. Mais du coup, les gars, ils ont fait une pause pendant 13 ans. Enfin, en gros, ils ont plus bossé en groupe pendant 13 ans. Est-ce qu'ils ont continué quand même à faire des choses à côté? Comment ça s'est passé un peu? Ils sont vraiment revenus avec un album? Ils ont fait des choses à côté. Ils ont fait des choses à côté. Le chanteur, alors je connais pas trop les autres musiciens, leur carrière, mais Maynard James Keenan, le chanteur, il a fait d'autres groupes à côté. Il a fait, comment ça s'appelle déjà, A Perfect Cycle, aussi du métal progressif avec d'autres gens. Et ça marchait bien. Après, ils ont fait des albums ces derniers temps qui n'ont pas eu des très bonnes reviews, mais bon, ça reste quand même un monde compliqué, le métal progressif, on peut dire. Donc ouais, mais il a eu ses projets à côté. Mais les autres musiciens, il me semble que depuis très longtemps, justement, ils sont restés à jouer en groupe et ils attendaient que le chanteur il arrive et ça se passait jamais. Puis ils ont eu aussi des problèmes de justice, des gens qui les attaquaient parce qu'ils ont utilisé la cover de je ne sais qui, alors que c'était un de leurs potes et qu'ils n'avaient pas les droits. Donc ça a fait retarder les choses, on va dire.
Puis c'est des perfectionnistes, les gars. Il y a sur leur avant-dernier album maintenant, ça fait bizarre de dire avant-dernier. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Ils ont fait 3 morceaux à l'affilée. Ces 3 morceaux, quand tu les combines ensemble, ça fait un seul et même morceau. Mais sauf que ces 3 morceaux ont une identité propre, sont très différents et tout. Et quand tu les fusionnes, ça fait un morceau. Et c'est genre, c'est le degré de perfectionniste qu'il faut arriver pour arriver à faire quelque chose comme ça, à réussir à faire une musique qui du coup les 4, si on considère les 3 plus le super morceau, euh, et qui se soit cohérent, écoutable, et enfin c'est vraiment, ils vont loin, ils vont très loin. Ok. Donc c'est Tools, c'est ça. Et est-ce que la musique que tu recommandes, tu peux nous le rappeler? Seven Tempest, donc c'est ça crie 7, et après Tempest, Tempest. Ok, parfait. Eh bien, merci. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors moi, dans un registre totalement différent, mais lié à la musique également, je rentre d'Ibiza. Enfin, je suis rentré il y a 2 jours, je sais même plus. Samedi soir, je suis rentré. Donc effectivement, 2 jours par rapport au jour d'enregistrement de cet épisode. C'est vraiment l'île de la démesure là-bas. Ce qui est cool, c'est quand même qu'on n'a pas fait que des soirées. On a aussi visité de très jolis criques au nord de l'île et puis sur l'île de Formentera aussi juste au sud d'Ibiza. Donc c'est très nature, c'est super joli. Avec l'eau turquoise, le sable blanc, on se croirait vraiment aux Caraïbes. Mais sinon, ouais, niveau nightlife, c'est un truc de ouf. Des putains de gros clubs, des piscines de partout, des meufs de partout évidemment. Et bon, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le factuel d'Ibiza, mais quand on revient à la réalité, en l'occurrence là, pour moi à Lyon, en tout cas la réalité de beaucoup plus de gens que les gens qui sont à Ibiza, bah, ça fait du bien de remettre les pieds sur terre et de se dire, ouais, c'est cool d'avoir un peu de fun là-bas, mais finalement, c'est pas quelque chose. C'est d'autant plus fun quand tu sais que c'est juste quelques jours. Et c'est marrant d'ailleurs parce que l'île d'Ibiza, pendant la moitié de l'année, elle est complètement morte, quoi. Je parlais avec le chauffeur de taxi qui nous emmenait à l'aéroport et le mec nous disait qu'il était juste taxi un peu pendant l'été, mais sinon il était étudiant et que le reste de l'année, bah, il était en Espagne sur le continent, quoi. Parce qu'il y a vraiment que dalle d'activité. Donc, comment j'interpréterais ça? Je dirais attention, méfions-nous des apparences et des paillettes, encore une fois. Alors du coup, en termes d'activité, c'est essentiellement l'été. Il y a d'autres périodes. Non, c'est l'été parce que c'est vraiment. La plage. Ça dépend vraiment des DJ finalement et des plages. Tu vas avoir des DJ qui ont des résidences pendant l'été. David Guetta, Martin Garrix, des mecs pendant 3 mois de l'été. Tous les vendredis, par exemple, le gars va mixer dans un club. Et de cette manière, le club est sûr d'être rempli, quoi, et d'avoir des milliers de connards comme mes potes et moi qui vont payer 60 € l'entrée pour aller voir le DJ, quoi. Ok. Et ça marche du mois de mai jusqu'au mois de octobre. Ok, d'accord. Donc destination que tu recommandes ou... Bah, je recommande. C'est vrai que ce qui était assez marrant aussi, c'était de voir qu'il y avait pas mal de familles aussi, pas mal de familles et pas mal de couples. Donc pas que des jeunes qui partaient pour faire la fête. L'île, encore une fois, est très jolie. Il y a vraiment des choses à faire, mis à part les clubs. Donc globalement, oui, je recommanderais. Il y a Majorque aussi qui est à côté, hein, que vous connaissez sûrement. Euh, Ça dépend vraiment de ce que chacun veut faire. Il y a tellement de beaux endroits à découvrir sur Terre que c'est à chacun de savoir s'il veut aller sur des sentiers déjà largement battus ou s'il a envie de partir complètement à l'exploration, à la découverte de quelque chose de beaucoup moins connu, quoi. Et toi, Seb, t'as un truc de la semaine aussi, non? Ouais. Bah, du coup, moi, ça fait 9 mois là que je fais du contenu régulièrement sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne Aitel FR avec mes collègues sur le jeu vidéo Aitel, et puis 3 mois maintenant, 3 mois d'ailleurs qu'on a lancé Systemator et
un mois et demi, 2 mois, que je me suis remis à faire aussi des vidéos pour moi, pour ma chaîne 112 ventes. Et en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que un de mes gros soucis que j'ai eu, que j'ai traité, on va dire, cette année, c'est un petit peu cette peur de la critique, quoi. La peur de dire des choses qui vont blesser certaines personnes ou être mal interprétées. Ou, voilà, j'ai tout le temps eu un peu cette peur qui m'a un peu empêché de faire des choses, j'ai l'impression. Avoir un peu ce côté. Dans cette vidéo, j'ai envie de dire telle chose, mais si un tel ou un tel la regarde, ça me dérange, quoi. Et je savais pas comment sortir de ça. Et en fait, le fait déjà, notamment de sortir du contenu toutes les semaines depuis 9 mois sur la chaîne YouTube à ItalFR, fait que on finalement s'est pris des critiques aussi là-dessus parce que ça a bien fonctionné pour nous. On a eu de la chance, mais du coup, on a aussi faire de la médaille un peu de YouTube, à savoir que des critiques là-dessus. Et puis le fait aussi de me forcer un peu à y aller, de me dire allez, c'est bon, je publie du contenu régulièrement sur ma chaîne aussi à moi, où là je suis totalement exposé moi-même, alors que sur la chaîne, on peut entre guillemets dire ah oui, mais enfin on peut délayer un petit peu la critique, le coup qu'on peut se prendre là-dessus. Mais sur ma chaîne, c'est très frontal, quoi. Et le fait de faire ça m'a vraiment aidé en fait à sortir un peu de cette peur de la critique. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu ça, j'avais envie un peu de livrer ce côté-là. Gabriel, je serais intéressé d'avoir ton retour un peu là-dessus par rapport à la critique, parce que c'est vrai que justement, tu livres pas mal d'informations aussi personnelles sur toi. Enfin, il y a des choses, j'imagine, c'est pas forcément facile à aborder dans une vidéo. Surtout que toi, tu commences à avoir une audience assez conséquente. Comment est-ce que tu gères ça? La critique, c'est... Faut essayer de voir un espèce de vue générale de ce qu'on te critique, mais pas de prendre les critiques de façon singulière. Quand on faisait Doxa, quand on faisait jouer le jeu en convention, les gens nous critiquaient tel ou tel aspect du jeu, mais c'est qu'en fait, la plupart des gens, quand ils vont critiquer ton contenu, ils vont vouloir de toi de faire le contenu que eux ils veulent voir, de leur contenu idéal, mais pas du tien. Et donc, si tu critiques un livre, par exemple, normalement, le but, c'est de prendre en compte quelle est la vision de l'auteur, quel est le style, quel est le genre, pour ensuite faire une critique en fonction. Mais si tu critiques un auteur de cyberpunk parce qu'il écrit quelque chose de violent, c'est pas comprendre quel est l'objectif de cet auteur-là. Et donc, il y a des critiques qui vont être, entre guillemets, valables, et d'autres qui vont l'être moins. Et il faut piocher un peu dans ces critiques. Qu'est-ce que toi, tu peux en retirer? Et les autres, tu essayes de les prendre en compte, tu essayes de te poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a ça ou pas? Mais il faut pas t'abattre sur ça et pose-toi la question à chaque fois, est-ce que c'est vrai? Même si la critique en plus sur YouTube est très violente, est-ce que c'est vrai ce que cette personne dit? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que j'ai ce sentiment? Est-ce que d'autres personnes ont exprimé cette critique? Si oui, dans ce cas-là, peut-être essaye de te remettre en question sans non plus te fouetter le dos et te flageller, quoi. Mais si c'est juste une personne qui dit une petite critique comme ça d'un coup, écoute, passe à autre chose. Tu vois, par exemple, il y a récemment sur comment ça s'appelle, sur l'introduction de Doxa, j'ai eu que des retours positifs. J'ai eu quasi aucun retour positif, aucun retour négatif. Mais récemment, il y a un auteur de jeu de rôle qui a fait un jeu qui a bien marché et tout ça, qui a lu l'introduction et qui m'a dit ouais mais c'est pas bien, c'est pas ouf et tout. Et plutôt que de m'abattre, je me suis dit ok, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'il en ressort et tout ça. Mais finalement, quand je me remets en perspective tous les retours que j'ai eus par rapport à tous les bénévoles en ce moment qui viennent sur le document, qui voient l'introduction, qui me disent que c'est bien, ou tous mes potes ou même les autres auteurs de jeux de rôle à qui on a pu partager, et les gens qui kiffent, je me dis finalement c'est le seul. Donc est-ce que je dois tant que ça voir les choses de façon négative? Non. Et puis il y a aussi un autre truc, laisse les gens, parce que comment dire, tu pourras jamais plaire à tout le monde. Franchement, du moment que tu fais attention aux gens en général, laisse tomber, parce que comment s'appelle, la vidéo qui m'a fait un peu connaître entre guillemets, c'était le sexisme dans la SF, parce que c'était Dirty Biology qui était tombé dessus. Et mais c'est un sujet tellement sensible qu'il y a plein de gens, je me suis fait incendier dans les commentaires, alors que le but de cette vidéo c'était de défendre les femmes dans la science-fiction, c'était de défendre la science-fiction. Les gens n'ont pas tout le monde l'a vu comme ça. Mais dis-toi que
il y a une majorité silencieuse qui dit rien, qui apprécie la vidéo, et que finalement, oui, bah, peut-être que j'ai eu 500 commentaires qui étaient négatifs, mais à côté, j'en ai eu 2000 qui étaient positifs, et la vidéo a fait 80 000 vues. Donc il y a finalement 500 sur 80 000, c'est très peu. Donc il faut aussi relativiser, mais je comprends que ce soit dur, parce que quand on te dit 10 compliments, quand on te dit un truc négatif, tu le dis dans ta tête, mais... Ah, la gorge, ouais. Je pense que le meilleur moyen pour éviter les critiques, c'est juste de s'en prendre plein la gueule, et à un moment, tu deviens un peu immunisé. Mais Ouais, c'est ça en fait. T'as ce côté aussi, quand tu débutes et que tu commences à prendre des critiques, bah, t'en prends, mais de manière très, très vive. T'as un avis, t'as peut-être un avis toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines ou autre. Et si cet avis est négatif, déjà t'es content d'avoir un avis, mais tu vois ça et ça te blesse un peu. Et tu dis, ah, tout le monde pense comme ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, notamment avec la chaîne Ital FR, c'est que bah, en fait, ouais, tu reçois plein d'avis de plein de gens, tout le monde a son petit truc un peu à dire, mais globalement, le fait que, les avis, ouais, se diluent, quoi. Si tu commences à avoir l'habitude d'en recevoir, au final, bah, ça va moins te faire d'effet d'avoir des avis négatifs là-dessus. Mais au début, ce passage-là est assez compliqué et on a vite tendance à tirer des conclusions assez vite sur les choses qu'on fait. Et puis de toute façon, ce qu'on fait n'est jamais parfait au début. Donc, ouais, mais très intéressant en tout cas ton retour. Bah écoutez, merci à vous, merci à toi Gabriel pour ce moment, c'était très 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 intéressant. merci pour l'opportunité. Où est-ce qu'on peut retrouver tes différents projets, ta chaîne YouTube Vous pouvez aller sur YouTube, le site youtube.com pour non, mais du coup Novacorp sur YouTube tout attaché. J'ai le Twitter de Novacorp @NovacorpTV, j'ai le Facebook de Novacorp et normalement vous tomberez dessus, il y a beaucoup de liens qui mènent au Facebook de Doxa qui en ce moment va être avec le Twitter l'endroit où je vais être le plus actif. Mais voilà, puis on a d'autres réseaux, hein, si vous voulez rejoindre le Discord pour un peu discuter, des trucs du style, et puis voilà. Et si vous êtes un auteur de jeu de rôle ou un joueur et que vous voulez plus d'informations, bah, envoyez-moi un mail, une connerie, pour me demander des questions et je serai ravi d'y répondre. Super, et ben merci beaucoup. Petite information complémentaire, nous allons lire avec Wesley le livre Honnêteté radicale et on va en parler dans ce podcast. Donc on vous l'a dit, on l'a pas fait sur le dernier livre qu'on a fait, mais on vous prévient à l'avance, comme ça si vous avez envie de le lire pour pouvoir après voir ce qu'on va dire dessus, on vous prévient, voilà, on va faire l'épisode certainement courant septembre, donc il va sortir courant septembre ou début octobre, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est dit. C'est un livre de Brad Blunton, qui est un docteur. C'est un docteur en psychologie. Voilà. Quelque chose à ajouter, Wesley ? Non, mais ça me paraît bien. Et puis, bah, merci encore une fois à Gabriel d'avoir partagé ton expérience déjà riche à ton âge. T'as quel âge, Gabriel ? 22 ans. Yes, c'est top. Eh ben, merci à vous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt, Gabriel. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.